Est-ce que vous savez d'où vient la tradition de faire des bonnes résolutions en début d'année? Je vais vous donner la réponse parce que c'est une fausse question, vous pouvez pas me répondre d'ici. Ça vient d'une tradition païenne qui s'appelle le serment du sanglier. Et à la base, c'est une tradition qui se pratique le tout dernier jour de l'année, le 31 décembre, à la fin des 12 nuits de Yule, où pour la dernière nuit, on fait envers soi-même ce qu'on appelle le serment du sanglier, et on s'engage à quelque chose qui est très important pour nous, pour l'année d'après. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, pour moi, il y a une différence très importante entre le fait de prendre des résolutions et le fait de se faire un serment. Dans résolution, on entend un acte qui est l'acte de la volonté et du mental, tandis que dans le serment, on entend quelque chose de beaucoup plus fort, je trouve, qui vient du cœur, où on s'engage envers soi-même, parce que c'est très important pour nous. Bon, où est-ce que je vais en venir avec tout ça? C'est parce que en fait, en début d'année, il y a toujours un peu cette ambiance de renouveau qui est logique. On vient de finir une année, on en commence une autre, et les gens sont dans une envie de renouveau, et pour porter cette envie, il y a ces histoires de résolution. Il y a aussi pas mal de contenu sur les réseaux autour de ça, particulièrement dans les domaines de diète ou de sport. Il y a des choses sur comment tenir ses engagements, comment tenir ses résolutions. Les mots qu'on entend beaucoup sont des mots de repartir à zéro, zéro écart, zéro machin. Il y a toute cette dynamique autour de repartir du bon pied, un petit peu comme si tout ce qu'on avait fait avant était effacé, un petit peu comme si tout ce qu'on avait fait avant était pas bien. L'idée c'est de repartir sur une page fraîche où on ferait tout parfait et tout différent. Effectivement, en début d'année, il y a quand même un vent de repartir sur une nouvelle année, mais est-ce que pour autant tout ce qu'on avait fait avant était acheté à la poubelle, un petit peu comme s'il y aurait rien à en tirer? À mon avis, il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est que déjà souvent, on se fait des objectifs beaucoup trop nombreux, beaucoup trop hauts, beaucoup trop forts. On veut s'engager à aller 4 fois par semaine à la salle de sport, à faire zéro écart, à faire des macros parfaits, à avoir les taux parfaits. On place la barre très haut, et bien sûr, comme souvent ces objectifs sont intenables, on tombe aussi de très haut, et puis ça donne quand même des dynamiques où on se sent très rapidement comme une merde. Et en plus de ça, on set up ses objectifs sans tenir compte du moment de l'année où on est, du timing où on est et de ce que ça implique. Ce qui fait qu'on se set up encore plus pour l'échec. Moi je pense que si vous êtes dans une dynamique de redémarrage, si vous êtes dans une dynamique d'élan, où vous avez envie de mettre en place des choses pour toute votre année, pour que ça dure toute votre année, il faut le faire intelligemment, en tenant compte du moment où vous le faites, et en tenant compte aussi du fait que ce que vous vous apprêtez à faire, c'est une course de fond. Je crois que si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez maintenant, la diète cétogène, c'est pas un truc où on se lance pour 6 semaines. Ceux qui se lancent dans le court métabolisme, d'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont rejoint le court métabolisme cette année, vraiment ça m'a fait énormément chaud au cœur. Je suis super excitée de la nouvelle fournée de 2025, mais c'est pareil, les personnes se lancent pour un an. Le court métabolisme se met un minimum sur un an. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte de ça aussi dans la façon dont vous allez établir vos objectifs, établir les étapes. Donc en fait, après cette longue introduction, et merci de l'avoir écouté, le contenu que je veux vous donner dans cette vidéo, c'est pas les 6 tips pour bien tenir vos objectifs ou les 5 conseils pour être en cétose au bout d'un mois, c'est plutôt en fait quels sont les axes de travail et de réflexion que moi je pense que je mettrais en place si je voulais repartir sur un vent nouveau en cette année 2025. En tout cas, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci d'être là encore une année, je vous adresse tous mes vœux de réussite et de bonheur. Considérez que sur votre liste personnelle, je me charge d'exaucer le numéro 1. Et allons-y pour cette vidéo. Bon, revenons un peu sur le contexte. Vous êtes au tout début du mois de janvier, parfois même fin décembre pour ceux qui prennent de l'avance, et vous commencez à écrire une liste d'objectifs que vous voulez vous mettre. Et alors souvent, voilà, c'est aller s'inscrire au gym et puis y aller 4 fois par semaine, c'est s'entraîner tant de fois, c'est faire zéro écart, c'est reprendre le cétogène et puis pas dépasser d'1 gramme de glucides, c'est faire du carnivore, c'est faire du jeûne intermittent, c'est faire des choses. Mais en fait, le mois de janvier, c'est encore un mois d'hiver, c'est un mois qui est long, c'est un mois qui est lent. C'est quand même par excellence le mois de l'hiver, le mois de janvier. Le mois de l'endormissement, le mois de la nature qui est ralentie. Pour nous, en tant qu'êtres circadiens et qui vivons à des latitudes où il y a des saisons marquées, l'hiver est un mois ralenti. Et puis, le mois de janvier, c'est long. Derrière, il faut se taper février, qui est pas facile non plus à encaisser, et puis souvent il faut se taper une partie du mois de mars. Quand on démarre le mois de janvier avec des objectifs comme ça très forts, on part en sprint alors qu'en fait on a une course de fond à faire. On ne se rend pas compte que souvent
on fait des listes qui correspondraient plutôt aux saisons de mai et de juin où on est pleine balle, full énergie, qu'on a de la vitamine D, etc. Parce que ça aussi, mois de janvier, il fait froid, c'est dur d'aller dehors, on manque de lumière, on manque d'UVB, on manque même d'UVA puisqu'on va peu dehors, on manque de vitamine D. Donc en fait, on est exactement dans une période où nos besoins sont pas d'aller pleine balle à l'extérieur et de faire beaucoup et de faire énormément de sport, etc. En tant qu'être circadien, on n'est pas prévu pour faire ça au cœur de l'hiver. Ça, c'est des objectifs qui correspondent au cœur du printemps et de l'été. C'est d'autant plus dur à tenir pour nous qu'on est dans une période de l'année où théoriquement on devrait plutôt être en train de conserver notre énergie, en train de travailler notre sommeil, en train de se réparer, de préparer le printemps qui vient après, mais pas vraiment être comme ça en full dépense d'énergie, etc. Je ne dis pas bien sûr que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir d'objectifs. Je dis par contre qu'il est plus intelligent d'en tenir compte pour les choisir et pour les calibrer. Moi, si je devais vous conseiller des choses, bien sûr pour commencer, je vous conseille de considérer la saison. On est en hiver, c'est évidemment une très bonne période pour la cétose, mais c'est surtout et avant tout une très bonne période pour le sommeil. Je sais, vous en avez marre que je vous parle de ça, mais il faut que je vous en parle. Aujourd'hui, pour moi, si je devais tout reprendre, c'est dans ce sens-là que je le ferai et c'est pour ça que je vous le dis en vidéo. Si mon serment du sanglier concernait la santé, concernait mon métabolisme, concernait ce que je veux pour moi, pour mon corps, je commencerai par me dire, je vais faire tout ce que je peux pour faire de moi un être circadien et donc je commencerai par le sommeil et la mélatonine. Le plus important pour vous en hiver, pour votre santé, c'est d'optimiser votre sommeil puisque vous n'êtes pas en position d'optimiser au niveau de la lumière. Donc je commencerai par là. Je commencerai par me dire, peu importe les circonstances, si jamais c'est difficile pour moi d'avoir des taux parfaits, si jamais c'est difficile pour moi de manger cétogène, si jamais c'est difficile pour moi d'entrer à cétose, si jamais tout est difficile pour moi et qu'en fait je ne comprends pas vraiment mon métabolisme, je commence par optimiser mon sommeil. Et donc, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire parce que vous regardez ma chaîne, vous le savez, il y a beaucoup de gens, je le sais, qui se sont fait offrir des accessoires de mise à la terre à Noël. Je trouve que c'est une excellente façon de commencer, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez commencer par vous dire, je vais décaler mes heures de repas. Je sais que je mange trop tard, je le sais, ça fait des mois et des mois que je le sais, mais que je n'arrive pas à changer. Là, parce que je me suis fait le serment d'être un être circadien et de privilégier mon sommeil, j'avance mon heure de repas d'1 heure. J'arrive pas à faire 1 heure, je fais au moins une demi-heure. Mais au moins, je vais dans le sens d'avancer mon heure de repas. Et si je vis en famille et que je ne peux absolument pas changer l'heure de repas parce que c'est comme ça depuis très longtemps et qu'on ne peut pas, pour des raisons logistiques, faire autrement, et il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là, c'est comme je vous dis en coaching. Si vous êtes dans cette configuration-là, je vous conseille de faire un goûter qui va quasiment ressembler à un repas du soir et un repas du soir qui est plutôt une petite collation. Comme ça, vous allez soulager la digestion du soir, et vous allez soulager la quantité, la charge de travail de votre système digestif et accélérer le moment où vous pourrez aller en sommeil profond la nuit. Pour les personnes qui sont céto-adaptées à cette période et qui veulent, pour des raisons circadiennes justement, faire des périodes de jeûne intermittent, moi je vous conseille d'arrêter de manger une fois que le soleil se couche, ce qui fait que on arrête de manger généralement vers 5h30. Là vous avez une très très belle opportunité d'optimiser votre qualité de sommeil, optimiser votre nuit. Vous n'êtes pas obligé de faire du jeûne intermittent pour le faire, mais si effectivement c'est compliqué la logistique du soir, etc., et que vous pouvez pas faire autrement que de manger à 21h, peut-être que c'est une meilleure solution justement de prendre votre dernier repas vers 17h. Je ne vais pas vous répéter évidemment dans cette vidéo tout ce que je vous dis toujours sur les différentes choses qu'on peut faire pour améliorer la qualité de sommeil, mais vous voyez en fait dans l'ordre des priorités, j'ai mis le sommeil avant de parler d'alimentation. Bien sûr l'alimentation on va vous en parler parce que l'hiver c'est quand même la saison parfaite pour la céto-adaptation, pour la cétose, etc. Et donc si parmi vos souhaits, parmi ce que vous aimeriez, il y a la céto-adaptation, il y a avoir des bons taux, avoir une cétose profonde, et bien déjà bienvenue sur cette chaîne où il y a quand même un tas de bons conseils. La première chose c'est que souvent il y a un certain nombre de personnes qui ont compris et c'est chouette que si on veut faire les choses correctement et se céto-adapter correctement, c'est quand même important d'avoir l'œil sur ses taux. Et évidemment moi je vous conseille, si vous ne le faisiez pas avant, de repartir quand même sur cette page de renouveau avec un lecteur de glycémie. Il est possible, il y a pas mal de gens que vous ayez découvert la diète cétogène dans l'année qui précède, que vous ayez essayé, que vous ayez tâtonné, que vous hésitiez sur le lecteur de glycémie, mais en fait si vous voulez vous y mettre sérieusement, quand même c'est quelque
chose qu'il faut avoir. Je vous conseille de vous diriger vers le site Keto Fit Shop où vous allez retrouver différents lecteurs de glycémie. Vous avez le Keto Mojo et le Go Keto. Ces deux lecteurs se valent. Ce sont des lecteurs qui vous permettent de faire avec des bandelettes différentes des prises de glycémie et des prises de cétonémie. Donc pour suivre la glycémie dans le sang, pour suivre votre taux de cétonémie dans le sang et savoir vraiment où vous en êtes de votre céto-adaptation. Ça c'est vraiment un truc, si vous voulez repartir sérieusement, moi je vous le conseille. Bon, comme je vous disais, les deux se valent. J'ai une petite préf quand même pour le Keto Mojo maintenant. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Keto Fit Shop avec moins 10% en utilisant le code SUPERKETO10 qui est un code affilié. Et c'est quelque chose qui à la fois vous permet de faire les choses intelligemment parce que souvent on va trouver tout un tas d'informations contradictoires, donc on sait plus comment se diriger, mais en fait le lecteur de glycémie ça nous sert à faire des tests et à prendre nos décisions par nous-mêmes, donc vraiment je vous le conseille. Quand ils utilisent un lecteur de glycémie et qu'ils ont des taux qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ont une glycémie trop élevée, etc., ils se mettent à s'obséder avec les glucides et de toute façon, même quand ils n'utilisent pas de lecteur de glycémie, ils s'obsèdent avec les glucides, alors ça panique pour un navet qui aurait un petit peu trop de glucides ou pour une quantité de brocoli en trop, en se disant qu'à cause de ça, ils vont sortir de cétose. Croyez-en, ma bonne vieille expérience, j'adore faire des phrases de vieux, ce n'est jamais à cause des brocolis ou des navets qu'on sort de cétose. Quand on commence ce genre de diète, il faut mettre son énergie au bon endroit. Bien sûr, c'est important de réguler les glucides, mais 9 fois sur 10, les gens le font très bien. Et le problème, c'est pas une mauvaise régulation des glucides, le problème, c'est que vous ne comprenez pas comment réguler les protéines et le gras. Et 9 fois sur 10, dans vos diètes, il y a trop de protéines, pas assez de gras. Et 9 fois sur 10, c'est même pas un bon ratio, en fait c'est 98 fois sur 100. Et ça dérègle bien plus fort vos taux que les glucides. Donc il faut que vous appreniez, et là, mais appuyez-vous sur mes contenus, j'en ai des tas, à bien réguler vos protéines, bien réguler votre gras et comprendre aussi pourquoi trop de protéines, ça vous rend catabolique et ça dérègle vos taux. Je n'ose pas le faire, parce que j'ai l'impression de l'avoir fait des milliards de fois. Mais ça, vous me le direz en commentaire. Si vous voulez que je refasse une vidéo ou un live pour réexpliquer pourquoi trop de protéines ça peut vous rendre catabolique, ça peut élever votre glycémie, ça peut vous empêcher d'être correctement en cétose, dites-le moi en commentaire, je le ferai. Puis des fois je me dis en fait ils en ont pas besoin, je vais quand même leur dire. Moi, ce que je veux vous donner comme conseil, c'est d'avoir le sens des priorités. Parfois, on a des personnes qui se privent d'un carré de chocolat 95% et qui restreignent leur quantité d'endives ou de légumes ou de je sais pas quoi, par peur de sortir de cétose, mais qui à côté de ça vont par exemple se bourrer d'amandes au goûter, se bourrer d'oléagineux ou prendre des barres keto qui machin. Et en fait, vous mettez vos priorités au mauvais endroit. Alors bien sûr, quand on est en phase d'adaptation, oui, il faut faire attention, faut être en dessous de 20 grammes de glucides, mais ça, la majorité d'entre vous, vous l'avez compris. Comprendre la logique de la diète cétogène, ce n'est pas être un espèce de machine robotique à compter les glucides, parce que si c'est ça en fait, alors il suffirait d'acheter des barres keto et d'en manger la bonne quantité, et alors on serait en cétose, et c'est pas comme ça que ça marche. La logique interne de la diète cétogène, c'est aussi penser quels sont les aliments qui vont vraiment faire comprendre à mon corps, à mon cerveau, à mon hypothalamus, que c'est l'hiver. Toute la logique de la cétose, elle est là. La cétose, elle existe parce que en hiver, il y avait peu ou pas d'aliments et qu'on était restreint dans nos choix. Du coup, en fait, il y a vraiment l'alimentation, c'est pas que de la calorie et de l'énergie, c'est de l'information pour votre cerveau. Et plus vous donnez à votre cerveau des aliments qui font sens, plus votre cerveau comprend la logique, plus c'est facile pour votre corps aussi d'aller dans cette cétose qui fait partie de la logique de l'hiver. Et là, en fait, en toute logique et avec bon sens, on va vers les poissons gras, on va vers la viande qui a beaucoup de gras et un petit peu de protéines, vers les œufs de poisson, vers les huîtres, et pourquoi pas un peu de jeûne intermittent la nuit, comme je vous le disais. Vous savez, je suis pas quelqu'un qui va vous pousser à gogo vers le jeûne intermittent, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont envie ou besoin d'en faire. Si vous souhaitez, pour les raisons qui vous regardent, en faire, c'est très important que vous soyez en cétose, c'est très important que vous soyez céto-adapté, et que votre corps comprenne aussi la logique de ce que vous êtes en train de faire. Autre chose sur laquelle je mettrai l'accent, même si c'est des choses que de toute façon je vous conseille de faire toute l'année, mais je vais vous parler évidemment d'hydratation et de minéraux. Si vous êtes en phase d'adaptation et que vous commencez, vous êtes concerné au premier chef par ce que je vais dire là. Si vous n'êtes pas en phase d'adaptation, mais que vous avez fait un certain nombre d'écarts, vous êtes évidemment concerné. Si vous souhaitez faire du jeûne intermittent, vous êtes évidemment concerné, et puis pour tous les autres, vous êtes déjà dans cette dynamique. C'est pour ça que les 3 premiers sont très concernés par ça. L'hydratation et les minéraux, ça, vous devez absolument vous remettre au carré. Bon, je ne vais pas revenir sur le fait qu'il vous faut absolument trouver une solution pour filtrer correctement votre eau, parce que si vous ne vous procurez pas un filtre, de facto,
le filtre c'est vous. Je vous ai déjà montré dans mes vidéos biohacking etc ce que j'utilise, je ne pense pas détenir la meilleure solution, chacun trouve la sienne, mais trouvez-vous un filtre, buvez de l'eau qui est filtrée, et je vous conseille évidemment si vous êtes en cétogène de rajouter des minéraux dans votre eau. Donc pour ceux qui démarrent, qui sont en phase d'adaptation, il faudra mettre du sel pendant un certain nombre d'années. Je vous disais, il faut mettre au minimum 12 grammes de sel par jour, etc. Bon, je me suis rendu compte que tout le monde n'a pas besoin d'autant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut ajouter du sel en plus de vos repas, au moins une fois par jour, et pour certains, plusieurs fois par jour. Et ceux qui n'arrivent pas à consommer le sel, souvent ils arrivent à consommer l'eau de mer. Donc là, moi je vous conseille de vous procurer de l'eau de Quinton. Un bidon d'eau de Quinton comme ça, c'est de l'eau de mer de Formentera. Ça coûte 10 € et vous avez un bidon de 3 litres. Moi je m'en procure sur le site de Biovie, vous avez un code qui vous donne 10% sur votre commande, je crois que c'est Super Keto, donc le code Super Keto vous donne à 10% si c'est votre première commande. Les autres commandes ça ne marche pas. Ou alors ce que vous pouvez faire c'est à la limite tricher, vous prenez une autre adresse mail, vous faites un autre compte, enfin voilà, arnaque au multicompte. Mais bon, de toute façon ça coûte pas très cher, je vous dis 3 litres 10 €, ça vous tient un mois et demi. Ça, les personnes qui n'arrivent pas à avoir le sel, souvent elles y arrivent, et vous ne la buvez pas pure, vous en mettez dans une tasse, admettons là dans ma boisson, si ma tasse est remplie d'eau, je vais mettre un tiers d'eau de Quinton et ça suffit, et vous faites ça plusieurs fois par jour. Ceux qui ne sont pas en phase d'adaptation, vous avez eu des écarts etc, remet. Ceux qui font du jeûne intermittent, alors vous encore plus, je vous conseille vraiment d'en avoir plusieurs fois par jour et de ne pas passer dessus. C'est quand même un petit peu plus riche que juste le sel, l'eau de Quinton. Si vous faites du jeûne intermittent, votre insuline est encore plus basse, vous avez encore plus besoin de faire attention à vos minéraux. Et moi je vais vous dire, je ne suis pas en phase d'adaptation, je n'ai pas prévu de faire de jeûne intermittent, je n'en fais pas, mais typiquement dans les mois d'hiver, janvier, etc, je bourrine vraiment sur l'eau de Quinton. Mon premier réflexe quand je me lève le matin, c'est de me faire une eau tiède et de boire une tasse de ça, et souvent j'en enchaîne avec une deuxième, je sens que j'en ai besoin parce que la nuit a été longue, parce que le temps du coup de jeûne a été plus long, etc. Et ne passez pas là-dessus. Ne passez pas non plus, si vous êtes en cétogène ou en carnivore, sur votre magnésium, parce que si vous ne faites pas attention à votre hydratation et à votre équilibre des minéraux, en fait votre diète va devenir insupportable parce que vous n'allez pas être bien. Et vous ne tiendrez pas parce que vous n'allez pas être bien. Je vais vous donner un exemple. Excusez-moi, je parle énormément dans cette vidéo. Je vais vous donner un exemple qui est récurrent en coaching. Il y a souvent des personnes qui étaient persuadées de faire des hypoglycémies à cause de la diète cétogène. Elles me décrivaient les symptômes et j'étais là genre non, c'est pas une hypoglycémie que tu es en train de faire, tu es juste en train d'avoir un sacré déséquilibre des minéraux. Et ces personnes-là, moi je leur apprends à chaque fois en coaching à repérer les symptômes et avoir le réflexe d'aller soit boire de l'eau de Quinton, soit boire de l'eau salée, et ça va mieux. Mais en fait, si vous n'êtes pas au courant de ça, vous n'êtes pas accompagné en coaching, vous ne le savez pas, vous allez vous dire oh, je suis pas bien, il faut que j'arrête cette diète, je fais des hypoglycémies, j'ai pas la glycémie stabilisée, ça va pas, faut que j'arrête. Et pour une raison toute bête, eh bien, vous n'allez pas avoir la capacité énergétique de tenir sur le long terme. Si vous voulez tenir sur le long terme, vous devez être au carré sur vos minéraux, ça je pense. Et puis c'est pas difficile. Le premier que je peux vous conseiller, c'est le Mag4 de chez Digeform. Vous savez, Digeform, c'est la marque de David Delorme-Vert, qui a aussi une chaîne où il parle de la diète cétogène. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Vous avez moins 10% avec mon code SuperKeto10. Ou vous pouvez choisir le Nutrienco. Pareil, vous avez moins 10% avec mon code SuperKeto10. Il y a souvent des offres. Les deux sont bien, je trouve, mais en composition, j'ai quand même une préférence pour celui-là. Et je dis pas ça parce que David est mon ami, mais c'est factuel. Vous regardez la composition, celui-ci est un peu mieux. Vous pouvez retrouver ces références en barre de description, mais voilà, ça c'est pas difficile et faut pas transiger dessus. Et enfin, dernière chose, c'est un conseil que peut-être vous n'attendez pas de moi, mais je vais quand même vous le donner. En fait, parfois, la volonté de faire trop bien et de faire zéro écart, au lieu de vous amener plus loin en objectif, peut vous empêcher de réussir. Je dis ça en toute connaissance de cause, parce que pendant très longtemps, j'étais en mode oui, je ferai un écart pour mon anniversaire, je ferai tel cheesecake ou tel gâteau, cétogène ou machin, ou oui, je ferai un écart pour Noël. Et puis en fait, je me l'autorisais jamais. Je ne le faisais jamais. Et ça, je pense que c'est une très mauvaise stratégie, parce que c'est oublier que vous et votre corps, vous êtes une team. Et si, en fait, vous faites des promesses à votre corps que vous ne tenez jamais, il faudrait que votre corps tienne ses engagements, mais vous, de votre côté, vous ne les tiendriez pas. Et c'est vraiment la camarata de l'expérience qui parle là, parce que ça, j'aurais jamais pensé de ma vie qu'un jour je vous dirais ça. Mais j'en ai fait l'expérience. Si vous acceptez parfois de prendre la position de la douceur et de prendre la position de la compréhension, et parfois de vous dire, ok,
t'as bien bossé, on a été en cétose un bon temps, on a fait ci et ci et ça. Là, t'as envie de manger quelque chose, bah ok. Et même si c'est pas dans vos principes de manger un gâteau à l'érythritol, ou même si c'est pas dans vos principes de manger une petite barre keto, ou si c'est pas dans vos principes de manger du beurre de cacahuète, mais que en fait vous en avez envie et que votre corps vous le demande, eh bien parfois, alors il faut savoir aussi le faire dans la bonne proportion, mais parfois en fait c'est bien d'accorder ça à votre corps. N'oubliez pas qu'en fait vous êtes une team et que si vous voulez aller loin tous les deux, et bien en fait il faut aussi faire des concessions l'un envers l'autre. Et moi j'ai remarqué que en fait j'arrivais beaucoup mieux, avec beaucoup plus de plaisir et avec beaucoup plus de résultats à faire les choses quand de temps en temps j'accepte de donner à mon corps ce qu'il me demande. Je vais vous donner un exemple. Au Franprix à côté de chez moi, ils vendent une petite barre qui ressemble à un Snickers mais genre keto parce que c'est fait avec des sucres d'alcool. La composition est absolument crappie. Je crois que je l'avais même montré dans un vlog une fois. Il n'y a rien qui va avec la composition. Et quand on la mange, la glycémie n'est pas stable. Mais en fait, ça fait pas fondamentalement sortir de cétose. Et surtout, en fait, évidemment, j'en mange pas tous les 2 jours, mais parfois, j'ai envie de manger ce truc-là. Et la camarata de avant, jamais n'aurait cédé à ce genre de choses. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je le fais. Je le fais dans certaines circonstances, avec une certaine intention aussi de douceur et d'amour pour moi-même. En conscience, ça veut pas dire manger des choses qui vont forcément vous faire sortir de cétose. Ça veut dire savoir faire les écarts mesurés qui sont nécessaires pour aller loin. Et ce, même si vous avez des conditions, c'est-à-dire même si vous avez un cancer et que vous pensez que vous devez faire strict, même si vous avez une maladie auto-immune et que vous pensez que vous devez faire plus strict que les autres, ça c'est votre mental qui dit ça, mais ce dont vous avez besoin réellement, vous n'en savez pas grand-chose. Et donc des fois, il faut faire confiance à votre corps. T'as besoin de ça pour continuer? Ok, je te le donne. Et vous verrez bien ce qui se passe. Vous serez seul juge. Moi, en fait, je vois bien qu'après ça, j'ai pas envie de remanger une 2e barre, j'ai pas envie de recommencer. Juste l'énergie qu'il faut pour repartir dans ma diète. Et évidemment, par rapport à ce que je vous disais avant, la petite barre machin au beurre de cacahuète, elle fait pas partie des aliments qui disent à mon cerveau c'est l'hiver. Mais là, en fait, la logique de l'hiver, elle est installée quasiment tout le temps chez moi dans les choix que je fais. C'est pour ça que de temps en temps, je peux me permettre de faire ça si je pense que c'est nécessaire pour moi. Et enfin, la dernière chose que je pourrais vous conseiller de mettre en place si vous êtes dans cette dynamique de renouveau, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans des salles de sport au mois de janvier. Le mois de janvier, on sait très bien que c'est l'explosion de la fréquentation dans les salles de sport. Et les gens souvent prennent un coach au mois de janvier, puis s'engagent et se disent voilà, je vais y aller au moins 4 fois par semaine, ou je vais y aller au moins 3 fois par semaine. Mais bon, on sait très bien que ça ne dure pas parce qu'on a des vies qui sont très très remplies, etc. Et moi, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense de ça. Ne vous inscrivez pas à la salle de sport. Si vous aviez prévu d'aller 4 fois à la salle de sport, par exemple, eh bien, faites le serment envers vous-même que ces 4 fois, au lieu d'aller à la salle de sport, vous allez sortir, vous allez marcher, vous allez passer du temps dehors. Je pense que si vous faites ça, vous allez vous rendre un service bien supérieur que celui d'aller à la salle de sport. D'abord, ça sera facile à faire parce que aller se promener dehors, et c'est un effort quand même moins important que celui de se traîner jusqu'à la salle de sport. Deuxièmement, l'hiver est une période où on est carencé en lumière naturelle et ça nous joue des tours. Or là, le peu de temps que vous auriez pu passer dehors, vous allez vous enfermer sous des néons dans une salle où il y aura probablement tous les gens autour de vous dont la 4G est allumée. Donc vous avez des lumières bleues, des néons, des lumières qui clignotent, le wifi de la salle, la 4G, la 5G des téléphones. Vous allez énormément stresser votre corps, lui donner des lumières dont il ne comprend pas la logique à cette période de l'année, parfois à des moments qui vont faire exploser votre cortisol alors qu'il est déjà dérégulé. Donc en fait, au prix d'un effort très important, vous vous rendez un desservice. Alors évidemment, si vous êtes quelqu'un qui adore la salle de sport et que vous y allez déjà, je ne vous dis pas d'arrêter pour faire autre chose. Mais si vous êtes quelqu'un qui a du mal à aller à la salle de sport et qui doit se traîner pour y aller, au lieu de vous engager vers la salle de sport, engagez-vous sur le fait de sortir 4 fois par semaine, faire une balade dehors, sans vos lunettes. Vous vous rendez un bien plus immense service parce que vous faites coup double, vous marchez et en plus vous prenez de la lumière naturelle dans laquelle vous êtes extrêmement carencé à cette période de l'année. On est carencé en lumière rouge parce qu'on vit à l'intérieur. Si vous allez vous promener dehors, quelle que soit l'heure de la journée, s'il fait jour, vous allez récupérer des lumières rouges et ces lumières rouges sont très très importantes pour l'activité de vos mitochondries. Et si vous arrivez à tenir ce serment tout le mois de janvier, et que tout le mois de janvier, au lieu d'aller à la salle 4 fois par semaine, vous êtes sorti 4 fois par semaine faire une balade, et que vous avez encore envie
d'aller à la salle, et bien là vous savez que vous pouvez tenir, vous savez que vous avez tenu vos engagements tout le mois de janvier, et bien si vous voulez, inscrivez-vous à la salle en février, vous aurez sûrement des ristournes, parce qu'en plus ils font des promos, il y a moins de gens en février, vous pourrez négocier de pas payer les frais d'inscription, et je vous aurais fait gagner de l'argent. C'est d'autant plus important que en hiver, notre cortisol est souvent encore plus déréglé qu'en été, et je pense à ça parce que l'autre jour dans le live, il y a une personne qui a fait une remarque très intéressante et qui a dit je comprends pas, parce que je vois bien que mon cortisol est déréglé, alors que pourtant je fais de la méditation et je me protège des lumières bleues comme tu l'as conseillé. Oui, mais c'est très bien de se protéger des lumières bleues et de faire de la méditation, mais si votre cortisol est déréglé, vous avez aussi besoin de consommer de la lumière naturelle. Et si vous n'allez jamais dehors ou pas suffisamment, et qu'en fait à chaque fois que vous avez du temps, vous allez vous foutre sous des néons et devant des écrans, vous n'avez aucune chance de réguler votre cortisol, même si vous essayez de vous protéger le soir. La dynamique de réguler son cortisol ne se résout pas juste avec des lunettes, elle se résout dans une démarche circadienne. Et enfin, dernier petit conseil, excusez-moi cette vidéo est longue, si vous avez récemment fait une analyse de vitamine D et que vous vous apercevez que votre vitamine D est trop basse, par exemple elle est en dessous de 35, elle est en dessous de 30, je ne suis pas grand fan de prendre de la vitamine D en complément alimentaire, mais si vous habitez en France ou dans une latitude où vous n'avez plus d'UVB en ce moment et que vous ne possédez pas de lampe Sperti, et bien malgré tout, je vous invite quand même à prendre un petit complément en vitamine D, une vitamine D en gouttes que vous doserez un petit peu chaque jour, hein, et pas des grosses prises de vitamine D, mais au moins pour éviter de tomber malade dans le mois de janvier, février, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui vous freine dans votre élan. Les personnes, quand elles tombent malades, elles n'arrivent plus à manger comme elles mangeaient avant, elles perdent de l'énergie, elles dorment moins bien, et en fait, elles ont l'impression de reculer dans leurs objectifs, elles ont l'impression de perdre du temps, elles ont l'impression de pédaler, qu'après il faut tout recommencer. Donc c'est vrai que être malade, c'est vraiment quelque chose qui nous embourbe quand on est dans notre lancée. La vitamine D en gouttes, en complément alimentaire, ne pourra pas remplir pour vous les fonctions métaboliques d'une vitamine D endogène, faite par vous-même, au contact des UVB, sur le métabolisme, sur la gestion du poids, etc. Mais elle pourra quand même vous aider sur le plan de l'immunité, elle pourra vous aider à ne pas tomber malade, donc ça, vous pouvez en trouver à plein d'endroits, vous en retrouvez chez Nutrien&Co, vous en retrouverez ailleurs, voilà. Ça peut être une petite aide pour ne pas vous freiner dans votre élan, et ce que je vous conseillerais du coup si vous le faites, c'est quand arrive le mois d'avril, le retour des UVB, si vous êtes quelqu'un qui souhaite faire sa vitamine D au contact des UVB, vous arrêterez à ce moment-là pour faire vous-même votre vitamine D endogène. En tout cas, moi je pense que si votre serment du sanglier de 2025 concerne la santé, je vous invite vraiment à orienter votre serment vers le fait d'être un être circadien. Et si c'est quelque chose que vous aimeriez faire, si votre métabolisme vous intéresse, rejoignez le cours métabolisme, rejoignez le groupe des ninjas, c'est ce qu'on fait en ce moment. Vous avez les infos en barre de description pour nous rejoindre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que dans un sens, elle va vous aider à abandonner des résolutions qui n'en sont pas vraiment et adopter un serment envers vous et en votre métabolisme qui vous aidera sur le long terme. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Suppliez, vous êtes bien trop brut.